Le théorème que nous allons donner maintenant, vous le connaissez depuis le tronc commun. C'est un théorème qui nous établit la relation qui existe entre le PGCD et le PPCM de deux entiers naturels ou bien relatifs. Donc le théorème, soit A et B deux entiers naturels non nuls et déront leur PGCD et mu leur PPCM, on a déront fois mu, c'est-à-dire le PGCD de AB fois le PPCM de AB, c'est déront fois mu est égal à B. Ici, on a donné ce produit comme ça, comme vous l'avez vu en tronc commun, mais en généralisant à l'ensemble Z, on va mettre une valeur absolue, vous le savez très bien, parce que le PGCD et le PPCM sont deux entiers strictement positifs. Donc, pour la démonstration, les entiers naturels A' et B' tels que A est égal à rang A' et B est égal à rang B', ces deux entiers existent bien sûr. On l'a vu dans la propriété très importante qui caractérise le PGCD, c'est des PGCD de deux nombres, il existe toujours deux entiers A'B' tels que A s'écrit sous la forme A'D, B s'écrit sous la forme B'D, avec A'B' premier entre eux, et voilà, ils sont premiers entre eux. Donc le PPCM de A et B est égal à rang PPCM de A'B'. Pourquoi ça? C'est juste le théorème de la multiplicativité du PPCM qu'on a vu aussi pour le PGCD. On a un théorème similaire pour le PGCD. Donc est égal à des rangs A'B'. Donc c'est des rangs A'B'. Voilà. Parce que le PPCM de A'B', ils sont premiers entre eux. On a démontré déjà ce résultat que si deux nombres sont premiers entre eux, leur PPCM est égal à leur produit. On en déduit en multipliant membre à membre par des rangs. Si on multiplie ici par des rangs, on aura des rangs carrés A'B'. Et en le distribuant le des rangs carrés sur A' et B', on aura des rangs A' fois des rangs B', qui est juste des rangs A, qui est juste A fois B. Voilà. Maintenant, on va appliquer ces derniers résultats concernant Gauss surtout sur des équations qu'on va appeler les équations diophantiennes. Donc, on va les définir, on va donner en général une méthode qui va nous aider à les résoudre. Puis, on va donner quelques exemples et après, on va généraliser la résolution. Donc, l'objectif de cette partie est de montrer comment résoudre des équations diophantiennes de degré 1 à 2 inconnus, c'est-à-dire les équations du type ax plus by est égal à c, où les inconnus sont les entiers x et y, et où a, b, c sont des paramètres entiers. Donc, voilà la définition d'une équation diophantienne du premier degré dans Z. Donc l'inconnu xy, c'est un couple qui appartient à z carré et les coefficients de l'équation sont des paramètres appartenant à z. Par exemple, l'équation de x plus 3y est égal à 7, c'est une équation diophantienne dans z carré. Nous allons d'abord étudier des exemples simples. Nous constaterons alors que pour résoudre une telle équation, il faut souvent, voilà, on expose la méthode ici, il faut souvent en premier temps trouver une solution qui s'appelle solution particulière, puis en déduire les autres solutions de cette solution particulière. Nous verrons donc comment déterminer une solution particulière dans le cas où les coefficients sont compliqués. Ici, pour les équations à coefficients de x et de y qui sont assez petits, on peut, et le nombre ici aussi n'est pas grand, on peut facilement voir les solutions intuitivement.
Mais dans le cas où les coefficients sont des nombres qui sont assez grands, c'est difficile de voir la solution particulière. C'est pour cela que nous allons donner une méthode qui va nous aider. On donne maintenant quelques exemples de résolution des équations diophantiennes. Donc on va commencer par un premier exemple. Résoudre dans z carré l'équation 25x plus 15y est égal à 7. Donc pour résoudre cette équation, la première des choses qu'on doit voir, c'est de déterminer le PGCD des coefficients de cette équation, c'est-à-dire de A et de B. Ici, A est égal à 25, B est égal à 15. On voit que le PGCD de 25 et 15 est égal à 5. Donc, on a vu dans le théorème essentiel que toute combinaison linéaire de x et y est un multiple du PGCD de x et y. On a ici le PGCD, c'est 5, donc cette combinaison linéaire-là de gauche est un multiple de 5. Mais le terme de droite qui est 7 ne l'est pas, il n'est pas multiple de 5, donc cette équation-là n'admet pas de solution dans Z. Prenons la même combinaison linéaire, mais cette fois-ci égale à 35 qui est un multiple de PGCD. Donc cette équation va admettre bien sûr une solution. On va chercher cette solution. Voyons la méthode. Donc là, comme on l'a signalé avant, on doit chercher une solution particulière et puis on va voir comment on va terminer la résolution. Donc avant, on a 5 qui est un diviseur commun de 25 et 15 et 35. Donc on va simplifier par 5 pour simplifier les calculs, pour simplifier l'équation. Donc l'équation 2 est équivalente à 5x plus 3y est égal à 7. On voit facilement ici que 5 fois 2 plus 3 fois moins 1 est égal à 10 moins 3 qui est 7. Donc 2 moins 1 est la solution particulière. Ici c'est facile à déterminer puisqu'on ne fait pas de calculs difficiles. Ce sont des calculs simples avec des nombres qui sont petits. D'où notre équation 5x plus 3y est égal à 7 est égal aussi à 5 fois 2 plus 3 fois moins 1. Donc on va transporter ou bien ajouter moins 5 fois 2 ici et moins 3 fois y de l'autre côté. On obtient ceci en factorisant par 5, c'est 3y 3y en factorisant par 3, donc c'est 3y plus 1, parce qu'on a ajouté ici l'opposé, 2 moins 3 fois moins 1, donc l'autre ça devient moins 5x, puisqu'on a ajouté, moins 5x deux membres de l'équation, donc ça devient moins 5 facteur de x moins 2. Donc, soit x, si on suppose que cette équation admet une solution xy, alors cette solution, on va vérifier cette équation-là. Donc, par suite, on aura 3 divise ce produit-là. 3 divise ce produit parce que ce produit est égal à 3 fois quelque chose. Et on a 3 et 5 sont promis entre eux. Donc ici on est devant Gauss. Donc d'après le théorème de Gauss, 3 va diviser x moins 2. Soit qu'à le quotient, on a donc x moins 2 est égal à 3 fois k. Donc le quotient, le reste est bien sûr nul. Donc x moins 2 est égal à 3 fois k. Donc x est égal à 3k plus 2. Donc en substituant le x-2 ici, le x-2, le voilà, en le substituant ici, on aura x-2 par 3k, donc ça donne
moins 5 fois 3k. Donc le 3 pareil ici comme facteur. Donc on va simplifier par le 3. On obtient y plus 1 est égal à moins 5k. Donc y est égal à moins 5k moins 1. On en déduit que toutes les solutions de 2 sont de la forme 3k plus 2 moins 5k moins 2. Donc on n'a pas bien sûr terminé la résolution de cette équation parce qu'on est parti dans un seul sens. On a supposé que x, y est solution. Si les solutions, alors la solution sera sous cette forme. Donc nous devons faire une vérification, c'est-à-dire la réciproque, c'est-à-dire si une solution a cette forme-là, est-ce qu'elle est, si un couple a cette forme-là, est-ce qu'elle est solution de l'équation? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc réciproquement, nous avons les couples de cette forme sont-ils solutions de l'équation, de notre équation? Sont-elles solutions de notre équation? On va voir ça. Donc il suffit de vérifier, soit k appartenant à z, considérons les couples 3k plus 2 moins 5k moins 1, en les substituant dans l'équation 5x plus 3y. Donc on trouve ce calcul-là qui nous donne 7. Donc on a vérifié bien sûr que tous les couples qui s'écrivent sous cette forme sont solutions et par suite l'ensemble des solutions et l'ensemble des couples sous cette forme avec K appartient à Z. Donc on va voir maintenant une méthode comme on l'avait signalé avant, la méthode de détermination d'une solution particulière qui n'est pas toujours évidente à voir comme on l'a dit. Exercice, on se propose de déterminer une solution particulière de l'équation. Donc ici on a pris des coefficients assez grands, 567 et 2854. Donc ce n'est pas évident ici de voir une solution particulière. Donc on va voir une méthode qu'on va généraliser par la suite. C'est la méthode de détermination du coefficient de l'équation. Démontrer en utilisant, premièrement, démontrer en utilisant l'algorithme d'Euclide que 567 et 2854 sont premiers entre eux. Deuxièmement, utiliser les calculs effectués à la question précédente pour déterminer des entiers UV tels que 567U plus 2854V est égal à 1. Déterminer deux réels U' et V' tels que finalement on va trouver la solution particulière. Donc pour la solution, on a 2854 est égal à 5. Donc on fait la division euclidienne de 2854, le plus grand, par le plus petit coefficient qui est 567. On va trouver ceci. On fait l'algorithme d'Euclide. Donc on utilise ici l'algorithme d'Euclide. Donc le PGCD de 2854 et 567, c'est le PGCD du quotient U du reste. Donc on refait la même chose. 567 division euclidienne par 19, c'est 29 fois 19 plus 16. Donc on voit bien que c'est une division euclidienne ici. Donc on refait l'algorithme d'Euclide, le PGCD de 567 et 19, c'est celui de 19 et 16. On continue. 19 est égal à 16 plus 3, c'est-à-dire on fait la division euclidienne de 19 par 16. Ça donne 19 est égal à 16 fois 1 plus 3. Donc le PGCD de 19 et 16 n'est autre que le PGCD de 16 et 3. Donc on y arrive. On a 16 est égal à 5 fois 3 plus 1. Donc le PGCD de 16 fois 3 est égal à 1. Et ce qui veut dire que
les nombres sont premiers entre eux, car vu ces égalités, ce PGCD est égal à celui-là est égal à celui-là, en revenant en marche arrière, on va trouver finalement que le PGCD de 2854 fois 567 est égal à 1 d'après Bezout. Donc, cette deuxième question vise la recherche des coefficients que nous avons appelés les coefficients de Bezout. Donc, utilisons les divisions euclidiennes précédentes de la dernière à la première ligne. Donc, voyons ici, on a pris par exemple la dernière ligne qui était chez nous, qu'on a trouvée, c'est que 16 est égal à 5 fois 3 plus 1. Donc, on va prendre chaque reste à partir du dernier reste qui est égal à 1. On va prendre le 1 égal. Et puis, on va remplacer tous les restes R par A moins BQ. Par A moins BQ, on sait que tout reste s'écrit de la forme A moins BQ, tel que R, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Donc, ici, on a 1 est égal à A moins BQ. Donc, on va laisser le 16. Le reste suivant était 3. Donc, on va remplacer 3 par le A moins BQ qui est 19 moins 16. Puis, on a ici l'autre reste était 16. Donc, on va le remplacer par 567 moins 29 fois 19. Donc, on obtient ceci. Moins 5 en factorisant par 19 ici, on obtient ce résultat-là. Puis, le dernier reste, étant 19, on va le remplacer par 2854 moins 5 fois 567. Donc, ce résultat ou ce travail-là, ou bien cet algorithme qui est très intéressant, revient. Donc, on a trouvé le dernier reste est 1, on va garder le 1, puis on va remplacer les restes successifs à partir des derniers restes par les A moins BQ. Finalement, on va trouver ce résultat-là, 901 fois 567 moins 179 fois 2854 est égal à 1, ce qui nous donne directement les coefficients de Bezout qui sont 901 et moins 179. Donc, on peut donc prendre U est égal à 901 et V est égal à moins 179. Et donc, avec cette méthode-là, on peut définir les coefficients de Bezout et après, on va trouver facilement une solution particulière. Donc, il suffit, puisqu'on a l'équation ici n'est pas égal à 1 mais est égal à 5, il suffit de multiplier le 1 ici par 5, cette expression-là par 5, on va trouver les solutions particulières souhaitées. Donc si on multiplie par 5, les coefficients deviennent I' est égal à ce nombre-là, B' est égal à moins 899. Donc un exercice que vous devez, ou bien une série d'exercices que je vous propose ici. Donc le premier exercice, donc exercice concernant la majorité du travail que nous avons fait jusqu'à maintenant, sont des exercices simples d'entraînement et de rappel des propriétés. Donc essayez de les faire avant de voir les solutions qui seront données. Un deuxième exercice concerne la détermination du PGCD des entiers dans chacune des cas. Donc on donne des cas de nombres entiers. Un troisième exercice qui va nous rappeler de l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD. Un troisième exercice qui est une application de Bezout. Un troisième exercice, un cinquième exercice pour utiliser le lemme d'Euclide pour montrer que deux nombres sont premiers entre eux, puis des exercices concernant la relation qui existe entre le PGCD de deux nombres et le PGCD de leur puissance, en particulier le cas des nombres entiers, des nombres premiers entre eux, puis des exemples.
Dans cette partie 4 du cours, nous allons rappeler un concept très important que vous avez vu en première science maths, c'est le concept de la congruence modulo n. Nous allons donner quelques rappels rapidement et approfondir quelques notions sur ce concept. Premièrement, définition et propriété immédiate, définition de la congruence. Donc c'est un rappel de ce que vous avez déjà vu. Soit n un entier naturel, non nul, et a et b deux entiers relatifs. On dit que a est congru à b modulo n si a moins b est un multiple de n. En termes de divisibilité, si n divise a moins b. Donc a moins b multiple de n dans z, c'est-à-dire aussi b moins a multiple de n dans z, aussi n divise b moins a. C'est un rappel que vous devez mettre en tête. On écrit, donc pour symboliser cette écriture-là, cette phrase, on écrit A est congru en utilisant le symbole de congruence, soit on met le n entre parenthèses, soit on écrit directement modulo n, soit on écrit A congru à B mod n, soit on écrit A est congru à B crochet n qui se lit modulo n. Cette dernière écriture, c'est l'écriture la plus adoptée dans nos programmes marocain, mais on a le droit aussi d'écrire si on veut, mais cette écriture est simplifiée et elle est presque officielle dans tous les manuels, donc utilisez-la, c'est plus simple. Donc A est congru à B modulo n, équivalent à n divise AB. C'est la définition de la congruence modulo n. Donc mettez aussi en tête que le n est un entier naturel non nul. Donc le n est un entier naturel non nul. Exemple, 56 est congru à 6 modulo 10, car 56 moins 6 est égal à 50, est égal à 5 fois 10, donc c'est un multiple, la différence est un multiple de 10, donc on a le résultat. 77 est congru à 0 modulo 7 car 77 moins 0 est un multiple de 7, autrement dit 77 est un multiple de 7, donc on a le résultat de congruence. Moins 5 est congru à 3 modulo 8 parce que moins 5 moins 3 c'est moins 8 qui est un multiple de 8. Quelques remarques. N divise A c'est seulement si A est congru à 0 modulo n. Donc pour nous, la divisibilité, on peut l'exprimer en congruence. Donc rappelez-vous de ça, n divise A c'est seulement si A est congru à 0 modulo n. A est congru à B modulo n signifie en termes ensemblistes que nous avons déjà vu, l'ensemble des multiples, que A moins B appartient à un ensemble nz. Troisièmement, si A est congru à B modulo n et P divise n, alors A est congru à B modulo P, un entier naturel non nul. Bien sûr, c'est évident, puisque A est congru à B modulo n, donc n divise A moins B, et puisque P divise n, par transitivité de la divisibilité qu'on a vu déjà, on a A est congru, P va diviser bien sûr A moins P, donc A est congru à B modulo P. Si R désigne une remarque aussi importante que nous allons utiliser plus tard, si R désigne le reste de la division euclidienne de A par n, alors A est congru à R modulo n. Bien sûr, si R est le reste de la division euclidienne, alors on a A est égal à BQ plus R, donc A moins R est égal à BQ, donc A moins R est un multiple, c'est le reste de la division par N, pardon, donc on va écrire A est égal
à Qn plus R, donc A moins R est égal à Qn, donc A moins R. On passe maintenant aux propriétés de la congruence modulo n. On va commencer par un premier théorème qui contient en fait trois propriétés, conséquences immédiates de la définition. C'est le théorème 1, la propriété numéro 1, soit n un entier naturel non nul, A, B, c'est trois entiers relatifs, A est congru à lui-même modulo n. C'est évident, n étant un entier naturel non nul, donc il va diviser le 0 qui est A moins 1. On dit ici que la congruence modulo n est réflexive. Une deuxième propriété, A est congru à B modulo n, équivalent à dire que B est congru à A modulo n. Bien sûr, si n divise A moins B, il va diviser B moins A. Déjà vu, la même chose pour la réciproque, c'est n divise B moins A, il divise A moins B. On dit que la congruence modulo n est symétrique. La troisième propriété, si A est congru à B modulo n et B est congru à C modulo n, alors A est congru à C modulo n. Donc il suffit d'écrire, puisque n divise A moins B, ici n divise B moins C, donc il va diviser cette combinaison linéaire. En particulier, il va diviser A moins B plus B moins C qui est A moins C. Donc A est congru à C modulo n. On dit alors que la congruence modulo n est transitive. Bon, pour le savoir, c'est une relation, admet les trois propriétés. On dit que c'est une relation d'équivalence. Ici, on est dans Z, donc c'est une relation d'équivalence dans Z. Démonstration, utilisation directe de la définition, c'est ce qu'on vient de faire. Un théorème 2, soit n un entier naturel non nul, deux entiers sont congrus modulo n si seulement si ils ont le même reste de la division euclidienne par n. Donc si on a A et B deux entiers relatifs qui sont congrus modulo n, alors si on fait la division euclidienne de A par n et de B par n, on trouve. Pour la démonstration du théorème 2, nous allons commencer par le sens réciproque, c'est-à-dire soit A et A' deux entiers relatifs et R et R' les restes respectifs des divisions euclidiennes de A et A' par n. Démontrons que si les deux restes de la division euclidienne sont égaux, alors A est congru à A' modulo n. Supposons alors que les deux restes sont égaux, alors R est congru à R' modulo n parce que leur différence est égale à 0. Donc le n bien sûr divise 0, le n étant différent de 0. Donc ce qui signifie par définition que R est congru à R' modulo n. On sait d'autre part, d'après une remarque que nous avons déjà faite, que A est congru à son reste par la division euclidienne par n. Donc A est congru à R modulo n, de même A' étant congru à R' modulo n, et par transitivité, comme on vient de voir, A est congru à A' modulo n. D'où le résultat. Pour la réciproque, démontrons que si A est congru à A' modulo n, alors les deux restes de leur division respective
par n sont égaux, c'est-à-dire R est égal à R'. Supposons alors A congru à A' modulo n, on sait d'après la remarque qu'on a déjà mentionnée que le reste de A est congru à A modulo n, le reste modulo n de A' est congru à A' modulo n. Par transitivité, puisque A est congru à A' modulo n, alors R est congru à R' modulo n. Ce qui signifie qu'il existe un cas, donc le n divise R moins R', donc il existe un entier K tel que R moins R' est égal à Kn. R et R' étant les deux restes, donc en faisant l'encadrement de R et R' de la condition de la division euclidienne, donc notre R est compris entre 0 et strictement inférieur à n, donc en multipliant la double inégalité de R', on trouve celle-ci, moins n est inférieur strictement à R' qui est inférieur ou égal à 0. On fait une somme, on va trouver moins n strictement inférieur à R moins R' inférieur à n, d'où en divisant par n, on a le droit, puisque R moins R' est un multiple de n, donc on peut diviser. On trouve ici moins 1 inférieur à k inférieur à 1. On est dans n, dans z, donc le seul entier que vérifions ça, c'est k est égal à 0. Donc puisque k est égal à 0, donc on va trouver R moins R'